et je vais à la leçon numéro 14. Les litiges mettant en cause la séparation des pouvoirs. Donc, rien de nouveau, pas de questions, pas de questions. Bien. Alors, il y aura 5 subdivisions qui correspondent peu ou prou dans le paragraphe, l'ancien paragraphe 1 du script, grand 1, grand A, grand B, grand C, grand D, grand E. C'est dans la leçon numéro 15 où j'ai rechappé les choses, j'ai un peu refait. Je vous propose de faire cette leçon et de passer ensuite à la pause et de commencer la leçon suivante en sachant que cette leçon, c'est juste une leçon de remise en jambe sur des choses que vous connaissez déjà. Donc c'est une très 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 clairement une leçon où vous n'apprendrez rien. Mais on va tout remettre dans l'ordre rapidement. Et puis ensuite, on va passer à une leçon où vous allez avoir beaucoup beaucoup de nouveautés en revanche à absorber. Donc d'abord, la séparation des pouvoirs. Alors, grand A, les fonctions de l'exécutif et la théorie des actes de gouvernement. Vous vous souvenez de cette théorie des actes de gouvernement, on l'a vu, avec l'arrêt Prince Napoléon. Je ne l'ai pas recité, je vous y renvoie, et on l'a vu au premier semestre. Les fonctions de l'exécutif dans ses relations avec les autres pouvoirs constitués, c'est bien cela qui est visé par la théorie des actes de gouvernement. Et Léon Michoud a écrit sur la théorie des actes de gouvernement. J'ai mis en ligne, alors évidemment je l'ai piqué sur Gallica, c'est un bien commun, les actes de gouvernement. Si vous voulez jeter un œil, vous avez assez de choses à faire pour pas avoir à lire 71 pages de Léon Michoud dans le texte, mais sachez que ça existe et que c'est l'un des premiers à avoir écrit de manière systématique sur les actes de gouvernement. On l'a déjà croisé, Léon Michoud, vous vous souvenez? C'est celui qui a écrit une somme tout à fait bien systématisée sur la théorie de la personnalité morale, des personnes morales, et chez qui j'ai pris l'approche la plus systématique entre les personnes morales de type fondatif et de type corporatif. Donc c'est le même, c'est Léon Michoud. Donc voilà, voilà une référence à Michoud, vous pouvez le lire. Ou pas. Donc vous connaissez cette théorie des actes de gouvernement, je n'y reviendrai pas, hein, on l'a vu à travers l'arrêt Prince Napoléon, je pourrais le rajouter dans le cours, mais vous le connaissez déjà. Donc je passe, vous voyez que c'est assez rapide, mais cela permet de remettre les choses en perspective. Deuxièmement, le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir judiciaire, c'est notre grand B, et c'est bien une explication de l'incompétence du juge administratif pour connaître du fonctionnement du pouvoir judiciaire, enfin, du fonctionnement de la justice judiciaire. Mais évidemment, à partir du moment où on pose ce principe, qu'on a bien compris dans sa généralité, arrivent toutes les exceptions que nous connaissons déjà bien parce que nous les avons vues au premier semestre. Donc ce ne sera ici qu'un rappel avec des arrêts qui sont des arrêts classiquement cités, que je cite ici à nouveau. Véron-Réville, à propos de la réintégration d'un magistrat irrégulièrement mis à la retraite d'office, et vous comprenez ainsi que tout ce qui a trait à la carrière des magistrats, je ne parle pas de la nomination des magistrats du siège, mais tout ce qui a trait en principe à la carrière des magistrats, a trait à la compétence du juge administratif. Tout ce qui a trait également à l'organisation de la justice judiciaire a trait à la compétence du juge administratif. Et à cet égard, je vous rappelle le fameux arrêt que nous avons vu, préfet de la Guyane, qui mettait en cause l'absence de nomination d'auxiliaires de justice et de mise en place de juridiction, faute de magistrats nommés en Guyane. Et cet arrêt, préfet de la Guyane, du tribunal des conflits, donc ce jugement du tribunal des conflits, par lequel le tribunal des conflits indiquait
que tout ce qui a trait à l'organisation du service public de la justice judiciaire relève de la compétence du juge administratif. Dans le cours, au premier semestre, souvenez-vous, on avait enchaîné immédiatement sur l'arrêt Époux-Barbier de 1968, parce qu'on avait vu que non seulement l'organisation du service public de la justice judiciaire, mais l'organisation des services publics a relevé de la compétence des juges administratifs et que tous les actes d'organisation du service public étaient des actes administratifs, réglementaires d'ailleurs. Ce que nous montre l'arrêt Moline, qui est un arrêt d'exemple parmi d'autres, le décret qui modifie le ressort de certaines juridictions judiciaires peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Donc c'est bien par des actes administratifs réglementaires que l'on organise la justice judiciaire. Donc par ailleurs, le juge administratif, ou on pourrait dire pour le reste, le juge administratif reste incompétent pour connaître du fonctionnement du service public de la justice. On a dit il y a une forme d'exception parce que le juge administratif connaît de son organisation, il est bien incompétent pour connaître du fonctionnement de la justice judiciaire. On en a un exemple avec l'arrêt Beau, qu'on a déjà vu. On pourrait prendre plein d'autres arrêts, mais on sait bien que la police judiciaire, qui relève de l'exercice de la justice judiciaire, parce que ça ne relève pas de la police judiciaire est au service de la justice, c'est pour ça que le juge administratif est incompétent pour en connaître. D'accord ? Donc, ce qu'on a déjà vu sur la répartition des polices, entre la police administrative et la police judiciaire, en réalité nous renvoie à cette question de l'incompétence du juge administratif pour connaître du fonctionnement de la justice judiciaire. Si le juge administratif ne connaît pas de la police judiciaire, c'est parce que celle-ci, la police judiciaire, est au service de la justice judiciaire. Sauf élément de flagrance, c'est bien sur réquisition du procureur de la République ou dans le cadre d'une instruction ordonnée par un juge d'instruction que la police va intervenir. La police judiciaire va intervenir. Donc, quand on parle de répression, eh bien, c'est répression par l'un des trois niveaux de juridiction répressive que sont le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. C'est pas sous une autre forme et c'est à la demande ou sur les réquisitions du procureur de la République ou des personnes qui travaillent pour lui, c'est-à-dire les substituts, ou dans le cadre d'une instruction. Donc je referme cette parenthèse, mais vous avez compris que quand on a vu Beau et Noualec, on a vu la répartition entre les polices, on a vu aussi la répartition entre le droit administratif, enfin la police administrative, et la juridiction judiciaire elle-même. Alors la question se corse, et évidemment c'est toujours intéressant, les principes c'est facile à exprimer, ce qui est intéressant c'est ce qui est à la marge. Donc la question se corse lorsque l'on aborde les cas limites, par exemple celui de la grâce présidentielle qui est exercée donc par le président de la République. Vous connaissez l'article 17 de la Constitution, ou vous le connaissiez, ou vous ne le connaissez pas encore, et je vous l'apprends. Le président de la République a le droit de faire grâce. Donc c'est ce que moi j'explique dans mon cours de droit constitutionnel comme étant une rémanence de l'ancien régime. C'est très monarchique. Le président de la République qui guérit les écrouelles, qui reçoit les pauvres, puis qui a le droit de grâce, c'est assez étonnant. Alors il y a, vous le savez, est-ce que vous connaissez la distinction entre amnistie et grâce? N'hésitez pas à prendre la parole même, ça peut être bien, un peu de son, ça me permet de ne pas me sentir trop seul, et n'hésitez pas à allumer vos caméras si vous êtes visible. Je ne sais pas si on m'entend. Ah oui, on vous entend. Si vous voulez, j'ai peut-être une réponse à la différence entre amnistie et grâce. Ah bah allez-y. Il me semble que grâce, on dit certes, il y a eu une infraction, mais vous n'aurez pas de peine. Tandis que l'amnistie, c'est on fait table rase et il n'y a carrément pas eu d'infraction. C'est l'inverse. Non, pardon. Oui, c'est ça, en réalité. Merci. La grâce permet de dispenser une personne de l'exécution de sa peine, alors que l'amnistie permet de faire disparaître l'incrimination.
Voilà la différence. Donc il y a des lois d'amnistie, ce n'est que par loi, alors que la grâce peut être soit individuelle, par décret du président de la République, soit collective. Bon, les grâces collectives, ça ne se fait plus à ma connaissance. Euh, il y avait une grâce collective, enfin il y avait une tradition de grâce collective qui était faite. Alors ça, c'était purement monarchique, vraiment. Le président de la République était élu et graciait les petites peines de délit routier. Alors c'est plus à la mode parce que maintenant on est en tolérance zéro sur les délits routiers, mais à une époque ça se faisait, c'était assez stupéfiant de voir, chers concitoyens, voilà, c'est pas grave. Alors, 6 mois avant les élections présidentielles, le nombre de délits routiers a augmenté d'ailleurs, puisque les gens se disaient, oh, de toute façon, je m'en fous. Le président, le bon président, il est là, il va nous lancer des miettes de pain. Donc, le président de la République a ce droit de grâce. Et évidemment, vous pouvez vous dire, ah bien, président de la République, donc autorité administrative. On sait bien, alors à l'époque où il était aussi le chef de l'administration dans l'exercice des fonctions qui sont désormais celles du Premier ministre, donc je fais évidemment référence à Chemin de fer de l'Est, critères organiques prépondérants, donc la grâce présidentielle, c'est un acte administratif, mais le Conseil d'État a eu une analyse différente en disant que un décret de grâce collective que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a commenté dans une circulaire du même jour à l'attention du ministère public, des juges de l'application des peines et de l'administration, dont on demande l'annulation, considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public, que les décrets par lesquels le président de la République exerce le droit de grâce échappent ainsi à sa compétence, à la compétence du juge administratif. Donc on a donc une réponse ici. Bon, l'amnistie, c'est par la loi, donc la question ne se pose pas. Et la grâce, bien qu'elle soit exercée par le président de la République, en vertu de l'article 17 de la Constitution, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Parfois, la ligne de partage est difficile à déterminer de manière absolue. Hein. C'est par la connaissance des petites incursions du juge administratif dans le fonctionnement de la justice, que de la justice judiciaire, que l'on peut prendre la mesure de la répartition des compétences. Alors d'une manière générale, le fonctionnement de la justice judiciaire ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais là encore, il y a une distinction, une sous-distinction à prendre en compte. L'exécution des peines, elle, lorsqu'elle n'a pas trait à la... pour reprendre exactement la terminologie du Conseil d'État, lorsqu'elle n'a pas trait à la nature et aux limites de la peine infligée, mais aux conditions de son exécution, eh bien ça là, revient à la compétence du juge administratif. C'est ce qu'on appelle l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire, c'est l'expression d'une forme, d'ailleurs on pourrait en discuter, d'une forme de compétence d'exercice de fonctions administratives. Vous pouvez en prendre un exemple dans la détermination des frontières de l'acte de la mesure d'ordre intérieur en matière pénitentiaire avec l'arrêt Marie, qui est le premier arrêt qui réduise strictement le champ des mesures d'ordre intérieur en matière pénitentiaire, ce qui montre bien, parce que ce n'est pas une question, l'arrêt Marie, de détermination de la compétence du juge administratif, mais de recevabilité des recours, ce qui montre bien que l'exécution des peines relève du droit administratif, d'accord ? Bon. Et puis par ailleurs, vous voyez avec Coutéas, lorsqu'on a une décision du juge judiciaire, qu'on a besoin de la faire exécuter, alors c'est plus l'exécution d'une peine pénale à l'encontre de la personne qui fait l'objet de la sanction, mais de l'exécution au sens du droit civil, eh bien, c'est à nouveau le juge administratif qui est compétent. Et lorsque l'autorité administrative refuse d'exécuter une décision de justice, cela ne relève pas de la compétence du juge civil, mais du juge administratif, ou du juge judiciaire, mais du juge administratif. Donc, en résumé, le principe absolu ou global, on va dire envisagé globalement, c'est que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la justice judiciaire, mais cela est vrai pour le
fonctionnement de la justice judiciaire. Et finalement, on pourrait résumer tout ce qu'on vient de voir en disant qu'en amont et en aval, le droit administratif revient. En amont, dans l'organisation de la justice judiciaire, et en aval, dans l'exécution des décisions de justice, qu'elles soient civiles ou pénales. Eh bien là, l'administration reprend ses droits parce que en amont, elle organise l'administration et en aval, elle exécute. Et elle a la force exécutoire, même si les décisions du juge judiciaire ou pénal, mais du juge judiciaire au sens général, sont revêtues de la force exécutoire, eh bien encore faut-il mettre en œuvre. Hein, et celui qui tient le bâton, c'est bien l'administration. Enfin, celle qui tient le bâton, c'est bien l'administration active. Est-ce que vous avez des questions à cet égard ? Voilà, donc vous voyez le principe de l'incompétence du juge administratif pour connaître du fonctionnement de la justice judiciaire et puis la renaissance de la compétence administrative en amont et en aval de la justice judiciaire ou de son fonctionnement, pour dire les choses de manière simple. Le juge administratif est également incompétent, grand C, pour connaître de l'exercice de la fonction législative, donc pour connaître, pour le dire autrement, du pouvoir législatif. Donc la loi, vous le savez, je l'ai dit au premier semestre, je l'ai répété lorsqu'on a vu les sources constitutionnelles et aussi les sources législatives du droit administratif. Le juge administratif ne connaît pas de la loi en tant que juge, c'est-à-dire il ne connaît pas de la loi comme objet de contrôle lorsqu'il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité de la loi. Je fais référence à nouveau à l'arrêt Arrighi, je fais référence à nouveau à l'article 61-1, l'article 61 de la Constitution, à l'article 61-1 de la Constitution, à l'arrêt Niccolo, à l'arrêt ArcelorAtlantique. Tout cela, vous le savez déjà. Pourquoi je cite Eaux et rivières de Bretagne? Parce que je veux vous rappeler l'existence de l'abrogation implicite. Vous vous souvenez? Pourquoi je cite président de l'Assemblée nationale? Tiens, quelqu'un pourrait nous le dire. Ou nous l'écrire. Eh bien, parce que le juge administratif retrouve sa compétence de manière extrêmement ponctuelle d'ailleurs, et je ne pense pas que cet arrêt ait beaucoup de pérennité en matière d'organisation ou de fonction administrative dans l'organisation des services de l'Assemblée nationale. Il s'agissait en l'espèce de la compétence pour connaître d'un recours contre un contrat d'achat de téléviseurs. Et puis l'arrêt Madame Le Pen que je viens de rajouter ce matin. Pourquoi pas? Puisque c'est les décisions de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a notamment trait au contrôle de la déclaration de patrimoine des députés et le Conseil d'État, sans apparemment que ça lui pose de grandes difficultés de détermination, considère qu'il est compétent pour connaître des avis de la haute autorité, même s'ils ne sont pas décisoires, même s'ils ne changent pas l'état du droit. C'est une question de détermination de la compétence juridictionnelle. Et ça a bien trait à la déclaration patrimoniale des députés qui participent directement à la fonction législative et pourtant le juge administratif est compétent. Dernier élément pour compléter votre bagage de connaissances. Vous savez, le juge administratif est compétent pour déterminer le champ, enfin la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire lorsqu'il a à connaître d'un acte d'un acte de forme législative intervenu dans une matière relevant du champ d'application de l'article 37 de la Constitution et lorsque cette loi est antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Voilà, j'ai accepté une nouvelle participante que je n'avais pas vue. Joining. Parfois, les connexions Internet ne sont pas très rapides. Je vais enfin parler du grand D, le candidat des relations internationales, et puis le grand E ira assez vite et on aura fini, je pense, vers 15h20. On prendra un bon quart d'heure de pause et on reprendra à 15h35 si vous le voulez bien. Et même si vous ne le voulez pas, même si je suis tout seul, je ferai court
À 15h35, point barre. Allez, donc le grand D, la conduite des relations internationales. Ça aussi, alors on aurait pu régler ça dans le grand A, puisqu'on a parlé de l'acte de gouvernement. J'en conviens. Seulement, cela permet de revenir sur une question qu'on a vue de manière relativement structurée, il me semble, sur les sources du droit administratif. Alors là, comme c'est encore dans vos pattes, vous êtes encore complètement aware et complètement au courant, on ne va pas y revenir de manière longue. 3 minutes pour vous redire qu'il faut que vous connaissiez bien la SARL du parc d'activité de Blotzheim. Alors, l'évoquer vous oblige à vous remémorer de quoi il s'agit. Je vous laisse 10 secondes. Vous vous souvenez que le Conseil d'État contrôle seulement à partir de cet arrêt le respect de l'obligation formelle de ratification. Lorsqu'une loi de ratification est nécessaire, le Conseil d'État examine le respect de cette condition d'une loi de ratification préalable. Dans SARL du parc d'activité de Blotzheim, c'était par voie d'action. Et cela permettait de, excusez-moi, remettre les choses. Je passe tellement je saute tellement que de temps en temps mon esprit s'égare, surtout que je suis malgré tout seul devant mon écran. Donc je me reconcentre. SARL du parc d'activité de Blotzheim, donc le Conseil d'État assure un contrôle de la ratification des traités internationaux par lecture combinée des articles 53 et 55 de la Constitution. Et c'est à l'occasion du décret de publication du traité international en question que le Conseil d'État exerce son contrôle. Par ailleurs, vous savez que le Conseil d'État exerce un contrôle de la publication des traités. Donc, à partir, d'ailleurs c'est un arrêt parmi d'autres, on avait vu lors de l'examen des sources internationales du droit administratif que la société Navigator n'était pas le premier arrêt dans lequel le Conseil d'État contrôlait l'existence de la publication d'un traité, mais on prend souvent cet arrêt comme exemple. Vous savez que le Conseil d'État est compétent pour interpréter les traités et également pour apprécier la condition de réciprocité. Tiens, je fais une parenthèse. Est-ce que vous avez vu tous les débats qu'il y a en ce moment sur la participation des médecins étrangers dans les hôpitaux? Et ils se sont, comme tous les personnels de santé, beaucoup impliqués dans la question de la lutte contre le Covid-19. Je crois que vous avez peut-être vous en avez entendu parler, il y a eu pas mal de choses dans la presse et des praticiens hospitaliers qui réclament que ces médecins, ces personnes qui n'ont pas le statut de médecin en France et qui pourtant exercent exactement le même métier, soient reconnus comme étant médecins en France. Bien, c'est une résurgence, une rémanence de l'injustice qu'on a vue dans ces arrêts Chevreul Ben Kedash, Chériet Ben Seguir, qui reportent à chaque fois sur la reconnaissance du diplôme de médecin ou l'absence de reconnaissance du diplôme de médecin de personnes qui sont diplômées en Algérie. Parce qu'évidemment, la problématique se pose d'abord vis-à-vis des pays francophones, mais se pose aussi accessoirement vis-à-vis de pays non francophones. Certaines personnes vont passer leur médecine dans des pays non francophones. Donc vous voyez que cette problématique est finalement très actuelle, qu'elle va peut-être évoluer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc bon, c'est un rappel, et pardon pour mes hésitations, j'étais un petit peu vaseux sur Blotzheim. Je crois que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc vous savez que le Conseil d'État est compétent pour le contrôle de l'entrée en vigueur des normes internationales, en particulier des traités, parce que vous savez que le droit international non écrit n'a pas besoin d'instruments d'introduction dans l'ordre interne, puisque nous sommes dans un régime moniste tempéré, en quelque sorte, qui fait que les principes généraux du droit international et la coutume internationale ont une valeur directe dans l'ordre interne, bien que cette valeur soit inférieure à celle de la loi. Donc, pour le dire autrement,
les droits internationaux non écrits est directement applicable dans l'ordre interne, même s'il n'est pas directement invocable lorsqu'il y a un conflit avec une loi. Ça, vous le savez. L'autre question, c'est la question du contrôle des actes qui sont considérés comme détachables du droit international, détachables des relations diplomatiques. On l'a vu avec un certain nombre d'arrêts dont je ne cite que quelques-uns. La théorie de la détachabilité, d'une manière générale, on n'en a pas beaucoup parlé, on en parlera peut-être un petit peu, mais j'ai pas axé mon cours, enfin, je fais jamais de développement très précis sur la notion de détachabilité, mais c'est assez intéressant parce qu'elle existe dans pas mal de domaines du droit administratif. Donc, l'acte détachable des relations internationales, c'est en réalité une manière d'étendre la compétence du juge administratif dans des domaines qui ne lui appartenaient pas initialement, on l'a déjà vu. Donc le juge administratif, bien qu'il n'ait pas à connaître des relations diplomatiques de la France, et là je vous renvoie à la théorie des actes de gouvernement, étend progressivement son contrôle. Et l'un des arrêts de principe à cet égard, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, dans lequel le Conseil d'État considère que peuvent être détachées des relations internationales les décisions de refus d'extradition. C'est une manière de voir qui peut être discutée. On peut dire plutôt que le Conseil d'État pénètre le champ des relations internationales. Mais pour ne pas le dire, toujours dans une sorte de dialectique ou de rhétorique un peu particulière, eh bien, le Conseil d'État dit, eh bien, je détache. En quelque sorte, je prends un morceau des relations internationales, je me rends compte que c'est du droit administratif, donc, très bien, je suis donc compétent. Et il ne va pas dire, désormais, je suis compétent pour connaître des relations internationales. Mais finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la détachabilité, c'est une manière commode intellectuellement de détacher, je fais un pléonasme, de détacher d'une matière dans laquelle le juge administratif est en principe incompétent, un morceau de cette incompétence pour le rendre adaptable et pour le soumettre à la compétence du juge administratif. On l'a vu, le refus d'extradition, on l'a vu dans d'autres arrêts. Par exemple, je vous renvoie, je vous laisse réfléchir 3 secondes avant que je le cite. 1996, Koné, il s'agissait bien du refus d'extradition, enfin, plus exactement d'un décret autorisant ou acceptant l'extradition d'un ressortissant malien, et le juge administratif avait... le Conseil d'État, s'était reconnu non seulement compétent, mais en outre avait, vous vous souvenez, créé exprès un PFRLR, principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel une extradition dans un but politique devait être refusée. Et cela permettait d'interpréter, conformément à la Constitution, le traité international, le traité d'extradition conclu avec le Mali. Et donc, l'arrêt Bouillaise peut être cité, il peut ne pas être cité non plus, il n'est pas très important vis-à-vis de toute la liste d'arrêts que nous connaissons déjà. Avez-vous des questions à propos de cela? Donc vous savez donc déjà que le juge administratif est compétent pour contrôler les modalités d'introduction des traités internationaux dans l'ordre interne. Il est aussi compétent pour connaître des relations diplomatiques, refus d'exercice de la protection diplomatique ou décision d'extradition. Je vous renvoie aux sources aux sources internationales du droit administratif, comme on a vu il y a quelques semaines. Enfin, parlons du contentieux électoral. Donc le contentieux électoral, grand E. Pourquoi parler du contentieux électoral? Parce que celui-ci peut avoir trait à une forme d'expression démocratique qui elle-même participe à l'exercice de fonctions qui échappent au contrôle du juge administratif. Et à cet égard, d'ailleurs, la loi et la Constitution, d'une manière beaucoup plus ponctuelle, opère une répartition de compétences entre le juge administratif et le juge constitutionnel, ou plutôt le Conseil constitutionnel, juge électoral. Parce que si je vous dis le juge constitutionnel, il y aura une forme d'abus de langage.
Je vous ai déjà dit, vous vous souvenez, à propos, non pas de l'arrêt Niccolo, mais du fameux arrêt ou de la fameuse décision du Conseil constitutionnel, élection dans le Val d'Oise de 1988, qui précède Niccolo, que le Conseil constitutionnel était juge de l'élection législative, vous vous en souvenez, et qu'à cet égard, il avait répété la jurisprudence Jacques Vabre, IVG, du 15 janvier 1975, où plutôt il s'était reconnu compétent pour contrôler une élection législative sur le fondement d'un traité international en tant que juge électoral, alors qu'il s'était refusé à le faire en tant que juge de constitutionnalité de la loi. Donc je vous avais bien indiqué que le Conseil constitutionnel avait plusieurs fonctions, vous le savez, une fonction de juge de constitutionnalité de la loi, une fonction de juge électoral. Eh bien nous y revoilà. Le Conseil constitutionnel est normalement, vous le voyez, c'est écrit à l'écran, vous pourrez approfondir cette question aisément. La littérature est abondante, est normalement compétent pour connaître de l'élection du président de la République, des députés et des sénateurs. Le juge administratif est compétent pour connaître des municipales, des cantonales, des régionales et même des élections européennes. Le Conseil constitutionnel, pendant longtemps, s'est déclaré compétent pour connaître des opérations de vote, de l'élection du président de la République, des députés et des sénateurs, mais pas des actes préparatoires. Il se déclare, le Conseil constitutionnel, désormais compétent pour connaître également des actes préparatoires au scrutin. Donc retenez qu'en matière électorale, il n'y a pas de question de répartition de compétences pour les municipales, les cantonales, les régionales, les départementales, on ne dit plus cantonales, on dit départementales, régionales et européennes, c'est le juge administratif, point. En revanche, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se répartissent la compétence en matière d'élection du président de la République, des députés et des sénateurs. Alors, il y a une série de décisions du Conseil constitutionnel en matière d'élection du président de la République qui s'appellent les arrêts Haushmaï. D'ailleurs, j'ai recroisé Haushmaï sur Twitter. Je lui dis, vous êtes le Haushmaï Il dit, ouais, c'est moi. Il y a des requérants qui sont très connus. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, à Lyon. S'il y avait des collègues là en ligne, ils pourraient m'aider. Parce que c'est quelqu'un de très connu, j'ai complètement oublié son nom. Et à une époque, on citait énormément son nom. Il s'est un peu calmé, il est devenu conseiller municipal, alors moins il fait moins de recours. Mais avant, il était dans l'opposition et il faisait beaucoup de recours. Et Monsieur Haushmaï aussi, ça fait partie de 3 ou 4 requérants d'habitude qui ont participé à la construction du droit administratif parce que ce sont des gens très créatifs et qui font des recours souvent très pertinents sur des sujets ponctuels qui font avancer la jurisprudence administrative. Donc il y a des arrêts, je crois qu'il y a 5 Haushmaï. Il y a décision Haushmaï 1 qui nous dit que le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître de la légalité de décrets organisant un référendum constitutionnel et que le Conseil constitutionnel est également compétent pour connaître des décrets de préparation de l'élection présidentielle, mais uniquement lorsque ces décrets n'ont pas un caractère général, mais portent sur une élection en particulier. Alors, la pertinence de connaître la jurisprudence Haushmaï ne m'apparaît pas. Je le citais à titre purement informatif. D'une manière générale, ce grand E sur les élections est également à titre informatif. Sachez que je ne m'acharnerai pas à vous faire connaître les subtilités entre les décrets à caractère général et les décrets particuliers de préparation de l'élection présidentielle. Je pense que c'est ce genre de choses dont vous pouvez très largement dégager votre esprit parce que ça n'a pas d'utilité particulière. Retenez, d'une manière générale, qu'il y a des questions électorales. En matière électorale, le Conseil d'État est compétent pour les élections, on va dire locales, le Conseil constitutionnel pour les élections, pour simplifier, nationales, même si l'élection européenne, on peut se poser la question, et qu'il y a une question de répartition de compétences concernant l'élection du président de la République entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, mais les
détails de cette répartition, à mon avis, importent très peu. Sachez qu'il y a un sujet. Voilà, simplement mettez un marque-page quelque part dans votre esprit et consacrez-vous à des choses plus constructives. Est-ce que vous avez des questions particulières sur tout ce qui a été vu pendant cette leçon? Vous voyez, elle est allée assez vite. On a commencé à 40, on a fini à 25. On a vu quasiment exclusivement sur le Fézard Ushmaï, que je vous demande de pas de connaître, que je ne vous demande pas de connaître, mais je vous ai pas demandé de pas les connaître, on se comprend. À part Ushmaï, voilà, tous les arrêts vous étaient déjà connus. Donc je vous propose, comme je l'ai dit, 15 minutes de pause, parce qu'on a besoin de s'égayer un petit peu. On reprend à 15h40. Il y aura du matos hein. Pour la suite. La leçon va durer un petit peu. Pourriez-vous répéter sur quoi porte l'arrêt Eaux et rivières de Bretagne SVP? Point d'interrogation. Je le répète, il s'agit de la question de l'abrogation implicite. Donc le Conseil d'État a à connaître dans Eaux et rivières de Bretagne une mise en œuvre, et je relis pas l'arrêt, mais on pourra peut-être s'y remettre, de la mise en œuvre de dispositions relatives, enfin une disposition législative qui, il me semble, si je m'en souviens bien, est contraire au contenu, pourrait être contraire potentiellement au contenu de la charte de l'environnement de 2005, enfin de 2004, vous le savez, rattachée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Et à cet égard, le Conseil d'État rappelle que lorsqu'une disposition constitutionnelle postérieure à la loi rend cette loi incompatible avec la Constitution, alors on peut considérer que la Constitution a abrogé implicitement la loi antérieure. Le Conseil d'État considère qu'il ne s'agit pas là de contrôle de constitutionnalité de la loi, mais une simple application du principe selon lequel la norme la plus récente déroge à la norme la plus ancienne. Donc c'est une forme d'abrogation implicite, même si le constituant n'a pas explicitement indiqué que telle ou telle norme législative était abrogée, eh bien l'incompatibilité manifeste entre une disposition constitutionnelle postérieure et une loi antérieure rend cette loi, enfin, entraîne l'abrogation implicite de cette loi et sa sortie de l'ordonnancement juridique. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans ma réponse. Dites-moi oui ou non, dites-moi quelque chose. Peut-être vous n'êtes plus là. Si, ok. Donc je vous propose 15 minutes de pause à partir